Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode tête à tête où est-ce qu'on reçoit un entrepreneur inspirant, peu connu, mais qui a une histoire très riche à nous partager. Les Dérangeants, c'est quoi? Vous nous connaissez, c'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix de Québécois. À chaque épisode, on souhaite quand même remercier nos autres commanditaires qui nous permettent de créer ce contenu riche qui brise l'isolement des entrepreneurs. Donc, je remercie Blue HF Cabinet d'avocats, Kera Capital Partners, Hello Darwin, le réseau des CCTT et le quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme. Et donc, j'ai la chance pour l'épisode d'aujourd'hui, en fait, de m'entretenir avec une personne que ça faisait longtemps que je voulais présenter à la communauté des dérangeants. C'est un dérangeant dans l'âme, non pas par son côté irrévérencieux, mais par sa façon d'approcher le milieu des affaires. Il a vraiment une lecture, une lucidité sur ses capacités, son entourage et ses ressources qui rend en fait tous ses projets complètement addictifs et beaucoup de succès. Et donc, on a la chance de recevoir Éric Desroches de l'entreprise Fabelta, co-créa et plusieurs autres projets. Salut Éric! Salut Étienne! Donc, est-ce que mon intro était accurate? Est-ce que tu te considères dérangeant dans l'âme ou est-ce que pour toi, tu es un traditionnel? Et je dirais en créant, quand on crée, veut pas, ça crée du mouvement, donc ça peut déranger. Tu t'assois pas sur le statu quo, jamais. Non, puis c'est pas ça qui me fait vibrer au quotidien non plus. Tu l'as mentionné, te faire vibrer, en fait, c'est une des raisons que je souhaitais te recevoir au dérangeant, m'entretenir avec toi de manière plus profonde, en fait, de creuser ton parcours, parce que tu n'as jamais accepté la manière de faire des autres. Tu as toujours été à la recherche de solutions outside of the box. Tu as toujours été, innovateur dans tes approches et tu as mis en place l'entreprise libérée. Qu'est-ce que l'entreprise libérée, Éric? On pourrait en parler quand même un bon bout de temps juste, mais en quelques mots, je pourrais dire c'est l'entreprise qui libère son potentiel en commençant par libérer le potentiel de chaque individu, chaque humain qui collabore à cet organisme vivant-là qui est l'organisation. Et là, tu me dis ça, puis moi, j'ai l'image d'un temple bouddhiste en ce moment, où est-ce que tout le monde rentre et là, comme, je vais vous élever de votre matière organique. Quand tu dis élever chaque individu dans son plein potentiel, est-ce que ça veut dire que as-tu une hiérarchie? Y a-tu des patrons? Y a-tu des boss quand même? Ou chaque personne est responsable de son propre horaire, de ses propres tâches? Non, en fait, tu sais, d'inspirer puis d'assister les gens à se développer dans leur zone de l'organisation. Exemple, là, je prends l'exemple de Fabelta. Ben oui, on a un système d'organisation avec des directeurs, avec des superviseurs, avec des chefs d'équipe qui permettent d'aligner justement où on s'en va. Mais à l'intérieur de ça, c'est comment on crée un environnement qui permet aux personnes de partager, de communiquer, d'amener des idées puis de l'innovation, puis ça, peu importe quel rôle ils jouent dans l'organisation aussi. Fait que tu permets, dans le fond, à chaque, que ce soit un installateur, on va le dire, en fait, Fabelta, c'est de la fabrication, installation de fenêtres, de portes patio aussi. Effectivement, on est principalement dans le marché de la maison neuve, rénovation de gamme, dans les fenêtres de très, très grandes dimensions. Qui sont hors normes, en fait, et c'est pas seulement au Québec. Je pense que vous avez des projets un peu partout en Amérique. Ben, en fait, principalement au Québec, à quelques reprises en Ontario, puis on est sur des plans d'expansion aussi en ce moment. Combien d'employés actuellement? Une centaine. Centaine d'employés, puis principalement production, installation? Je dirais 80% dans les bureaux et en fabrication, un 20% sur les chantiers. C'est une entreprise, on va revenir sur l'entreprise libérée parce que je veux creuser justement ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené à être propriétaire de Fabelta. C'est une histoire très inspirante. Puis, c'est une belle plateforme. Tu m'as souvent dit justement, Fabelta
pour moi, c'est un écosystème, c'est une façon de vraiment développer mon potentiel, de me faire vibrer. L'entreprise a été achetée par tes parents. Oui. En quelle année? 1988. 88. J'avais 2 ans, c'est pour ça que j'essayais de faire des petits calculs rapides. Là. Donc, tu as toujours connu tes parents entrepreneurs pour Oui. toi. Ta mère était présidente de l'entreprise. Oui. Ils sont rentrés, c'était Fabelta, en fait. C'était un gars seul. C'était un monsieur qui vendait, fabriquait et installait ses fenêtres en aluminium à l'époque. À lui-même. Puis il a décidé de vendre. Tes parents ont levé la main. Oui. Chercher une entreprise à acheter. Chercher une entreprise et ça, peu importe le domaine, leur projet commun, c'était de travailler ensemble puis d'avoir une entreprise ensemble. Fait qu'ils ont regardé autant dans le domaine de la restauration, les quincailleries, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'ils n'ont pas regardées, mais ils étaient déjà un petit peu impliqués dans l'immobilier. Puis l'opportunité s'est présentée quand leur fournisseur de fenêtres a décidé de prendre sa retraite, puis de là, ils ont fait l'acquisition de l'organisation. Quand même, c'était Fabelta, leur fournisseur en immobilier. Puis, je trouve, dans le fond, c'est un beau projet de travailler ensemble comme couple. Toi, personnellement, tu as toujours connu tes parents entrepreneurs. À partir de quel moment tu t'es dit, ce serait une carrière qui m'intéresse aussi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, en fait? En fait, je me suis jamais, on dirait, posé la question parce que pour moi, j'ai toujours aimé créer. Puis après ça, entrepreneur, c'était en fait de le faire dans un cadre d'une organisation, d'une entreprise, mais j'aime créer, peu importe si il y a un Inc. ou il n'y a pas de Inc. à la fin. Que ce soit une OBNL, une SENCRL, on s'en fout, c'est créé pour toi. Oui, exactement. Puis j'ai été étudié au HEC, j'ai fait des études dans beaucoup de sphères pour apprendre comment une organisation fonctionnait, mais à la base, qu'est-ce qui me faisait réellement vibrer dedans, c'était simplement de créer. Les Dérangeants sont propulsés par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québecor. D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups, Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X, proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc. Puis, tu le mentionnes, tu as été dans l'académique traditionnelle, tu as été chercher, on va dire, les connaissances de base. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que ça t'a amené d'aller faire justement ton bac au HEC versus de te lancer sur le terrain puis de créer directement? Là? As-tu des connaissances de HEC qui t'aident encore aujourd'hui, tu dirais? En fait, la compréhension opérationnelle d'une organisation, pour moi, ça a été ça que j'ai été, je pourrais dire que j'ai des repères le plus. Les gens que j'ai rencontrés, ça, c'est indéniable parce que c'est encore des contacts X années plus tard, puis c'est encore notre gang de chums. Tu as fait le HEC avec eux, c'est des liens à vie. Hein. Fait que ça t'a emmené ce côté-là technocrate, on va dire, qui, dans le fond, le cadre légal d'une entreprise. Ouais. Mais après ça, j'avoue que tu es probablement l'entrepreneur que je connais qui ne fait pas les choses, dans le fond, de manière, comment je peux dire, traditionnelle. Tu te permets de vraiment sortir des sentiers battus. Tu as acheté l'entreprise familiale Fabelta il y a quelques années, je crois. En fait, 100% de l'acquisition a été faite il y a 1 an et demi, en mai 2023. Mais sinon, j'étais déjà actionnaire en portion avant. Avec ton frère aussi. Mon frère, mon père, ma mère. Puis, la question s'est posée à un moment donné de dire, est-ce que je veux reprendre? Parce que tes parents ont fait du reprenariat en 1988 alors que c'était pas à la mode. Maintenant, on entend parler. C'est quasiment #reprenariat partout. Tu t'es posé la question également de dire, est-ce que je veux reprendre cette entreprise-là? Parce que je pense qu'il y avait des opportunités de la vendre à d'autres joueurs. C'est une belle entreprise. Ça l'a attiré clairement d'autres joueurs. Qu'est-ce qui a été les éléments dans ta grille de choix de dire, je me vois continuer ce projet-là familial, je me vois être le repreneur de Fabelta qui te dit, je le fais. Ça a été quoi, justement, ces éléments-là de décisionnel? Tu l'as dit un peu tantôt, pour moi, Fabelta, c'est un terrain de jeu. C'est un organisme vivant, c'est un organisme qui avait déjà une super belle base, une bonne réputation, une belle équipe aussi.
Puis pour moi, c'était d'amener un nouveau paradigme en affaires quand on parle d'entreprise libérée, où je pense que ça peut porter plein de noms. Tu l'avais-tu déjà en tête quand tu as pris cette décision-là? Oui, certainement. Tu avais ton plan de match, de dire si je fais l'acquisition ou le reprenariat, OK. En fait, j'avais pas le plan de match, mais j'avais la vision vers où ça s'enlignait. Puis cette vision-là, oui, à part de moi, où on est rendu, mais elle a commencé aussi il y a plusieurs années avec ma mère comme présidente, qui, elle, lorsqu'elle a entendu parler du concept de l'entreprise autogouvernée, libérée, ben, elle s'est beaucoup inspirée de ça, mis en application plusieurs choses dans notre organisation plusieurs années avant que j'achète. Puis ça l'a été... tu sais, ma mère avait cette vision-là de départ, puis moi, je pense que j'amène avec mon unicité une nouvelle phase de développement. Fait que ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tu continues un peu la vision de ta mère présidente. C'est le concept d'entreprise libérée, c'est pas quelque chose qui t'est arrivé en prenant une marche dans la forêt, là. C'était vraiment... tu as été influencé à un certain sens par justement cette vision-là. Ta mère était déjà une précurseur de ce mouvement-là. Une des histoires de l'entreprise libérée qu'on a entendu parler, en fait, c'est celle de Tony Hsieh de Zappos, qui est une entreprise qui a été vendue à Amazon pour 1 milliard, je crois. C'est un des livres qui s'appelle Delivering Happiness, qui explique comment que lui a mis en place dans une compagnie de livraison de souliers, tout simplement, que tout le monde est son propre patron. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ta mère avait déjà vu ce courant-là bien avant. Elle te l'a transmis à un certain sens et t'as vu du potentiel dans ce mouvement-là. Est-ce que ça fait en quelle année ou ça fait combien de temps justement que ça t'habite, ce concept-là de l'entreprise libérée? En fait, je veux dire, la première semence, elle a débuté il y a peut-être, je veux dire, environ 7 ans. C'était l'organisation Entre Chefs PME, oui, qui, avec à l'époque son président Michel Bondoc, qui avait amené ce concept-là, avait fait venir des conférenciers d'Europe, de différents endroits pour partager comment certaines entreprises ont amené justement ce niveau je pourrais dire, d'horizontalité, là. ouais. D'horizontalité pour vraiment de matriciel qu'ils disent des fois aussi, là. Donc, dans le fond, il n'y a plus de hiérarchie verticale. On est plus tout le monde sur le même palier, là. En fait, puis ça, on pourra aller un peu plus loin là-dedans, mais l'idée, c'est vraiment que tous les gens participent à la collaboration puis à l'innovation, au lieu d'avoir vraiment une hiérarchie pyramidale où on a une personne qui va décider comment tout va se passer, puis après ça, les gens vont devenir des exécutants. Mais parlons-en, parce que moi, ça me fascine, justement. Je suis une personne, dans mon style d'entrepreneur, qui est très consensuel. On a d'autres dérangeants autour de nous, Dominique Gagnon, pour ne pas le nommer, que lui, il dit, il faut avoir une direction claire. Tu peux pas laisser tout le monde décider, sinon la marde pogne. C'est quoi ton expérience, justement, de laisser tout le monde collaborer, contribuer à la décision? Ça fonctionne-tu? Ça prend-tu des garde-fous pour que ça marche bien? Ben, en fait, la direction, comme je disais tantôt, ARES, les superviseurs, name it. Mais je donne l'exemple de cette semaine. On a des rencontres d'amélioration en continu. Ces rencontres-là, on assoit ensemble toute une équipe de travail. Donc, je donne exemple au niveau de la production, les gens qui assemblent des fenêtres. Donc, tout le monde est alentour de la table de conférence. On a les chefs d'équipe, on a les superviseurs de département, on a le directeur d'usine. Puis ensemble, on va adresser à qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment? Quelle piste d'amélioration on peut amener? C'est un meeting de 20-30 personnes facile, là. Ben non, en fait, c'est justement, on le ramène en petits groupes. Okay. Normalement, jamais plus que 8-10 personnes. Puis on a un ordre du jour, puis à la fin de la rencontre, ben normalement, à peu près 80-90% des gens autour de la table ont amené des idées, des innovations. Ils ont parlé, ils ont partagé, puis ils ont vu aussi c'était quoi les indicateurs clés de leur département. Fait qu'on leur partage c'est quoi les non-conformités, c'est quoi les efficacités de production, les éléments qu'ils ont besoin de savoir pour prendre des décisions puis qui affectent leur quotidien, on leur partage pour qu'eux autres aussi disent « Hey, ça fait-tu du sens, ça fait pas de sens? » Puis voici la liste des projets d'amélioration continue qu'on a. Fait que c'est plus dans ce sens-là. C'est pas dans le sens où tout le monde fait ce qu'ils veulent. Il y a une ultra-transparence. Oui. Et ça crée de l'imputabilité dans les équipes. Puis ce meeting-là,
tu le fais à chaque semaine, à chaque mois, à chaque 3 mois? Ils vont le faire à peu près sur une base d'une fois ou 2 mois. OK, quand même. Puis j'aime ça, tu dis, ils le font sur une base de à chaque 2 mois. T'es pas tout le temps là. En fait, non, j'étais là pour la première fois quand ils l'ont fait, Il y a pour vraiment 7 ans. instaurer. En fait, certaines équipes, on a commencé il y a 1 an. OK. Fait que j'étais là pour la première. Puis en fait, l'idée, c'est de créer un climat où on adresse tout de suite qu'on amène les faits comme des informations. On juge pas la donnée. Personne n'est blâmé. Exactement. On est là pour collaborer tout le monde ensemble. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise aussi. Fait qu'à ce moment-là, j'étais là pour la première. Puis voir aussi qui prend le rôle d'animer la rencontre, ces choses-là. Fait que bref, la mécanique. Puis je suis retourné cette semaine quand ça faisait leur 5e rencontre. Ah, c'est intéressant. Pour faire un suivi, pour voir où ça en était. Puis des fois, si les gens ont des questionnements sur la vision, on s'en va, ben on le partage. Mais c'est vraiment dans l'opération. Puis c'est un fait... En fait, je m'assure que l'environnement reste, je vais dire, sain pour le développement de leur sphère. Fait que, comme on dit en bon français, trust but verify. Tu Ouais. fais confiance, mais je vérifie de temps en temps. Ben, ça prend des indicateurs. Puis c'est un peu aussi des fois, qu'est-ce qu'on pourrait dire, l'entreprise libérée, comme tout le monde fait qu'est-ce qu'ils veulent, il n'y a plus rien qui se passe, Mais puis on on a la s'en verra vision à la que fin de l'année. Mais C'est c'est pas ça du l'anarchie, tout. là. L'entreprise libérée, c'est comme on met une poignée de gens brillants, puis là, finalement, ça fait des miracles. Non, non. Zéro. Au contraire, Ouais. c'est que ça met des balises, et les balises emmènent plus de liberté. Puis ça prend de la clarté, en fait. C'est ça aussi. C'est quand on parle de transparence, ben, je peux avoir la clarté sur tout ce qui se passe dans l'organisation au moment où je veux. Puis je peux aller adresser aussi des choses, mais je sais ce qui se passe. C'est pas un chèque en blanc puis on se revoit dans 1 an. Là. Hey, j'aimerais ça voir ça. Il faudrait faire une étude sociologique à un moment donné, prendre une entreprise puis dire comme faites-le chèque en blanc, puis on regarde shit good go wrong. Combien de jours est-ce que tu passes dans l'entreprise Fabelta au quotidien, chaque semaine? Est-ce que dans l'année carrément, as-tu un horaire strict que tu es là 5 jours semaine, 40 heures? Comment tu gères ça? J'ai pas d'horaire strict. On a beaucoup de projets de développement dans l'organisation en ce moment, fait que je dirais que je suis là quand même un bon 4 jours semaine. Puis quand je dis je suis là, je suis présent à Fabelta un 4 jours semaine, étant donné que je suis aussi impliqué dans d'autres entreprises. Mais en ce moment, je suis quand même là 4 jours semaine. C'est vrai que dans ces journées-là, des fois, je travaille sur les autres projets, mais bref, Mais t'es j'essaie d'être présent, présent. tu fais du face Ouais, j'essaie d'être du présent au moins FaceTime. 4 jours. Puis, je t'ai déjà connu présent juste 2 jours. Donc, Aussi. l'entreprise libérée te permet d'osciller dans ton horaire et de mettre ton temps et ton énergie ailleurs. Ouais, je dirais qu'à 2 jours, mes parents, mon frère est encore là. Il y avait d'autres mondes pour Il y avait prendre le d'autres. relais. En étant seul, je dirais que le 2 jours a passé à 3 puis à 4. Puis c'est correct parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Puis, tu sais, on en parlera peut-être là, mais tu sais, pour moi, ce nouveau paradigme en affaires-là, ben, c'est un incubateur. Puis un incubateur, ben, veut pas au début, il faut que tu sois plus présent pour qu'on ait une base qui est solide, pour après ça pouvoir justement se tasser un peu plus. Mais ça prend du temps à bien former ces nouveaux modèles d'affaires-là. Les dérangeants. Donc, nouveau segment pour la saison 7, on a la question de la semaine de l'École des entrepreneurs du Québec, où est-ce qu'on retrouve Catherine Roux, qui est la directrice des communications de l'EEQ. Salut Catherine! Salut Étienne! Donc, dis-moi, c'est quoi la question de la semaine de l'EEQ aujourd'hui? On entend tout le temps les entrepreneurs nous demander par où commencer, comment démarrer son projet d'affaires. Ben écoute, c'est vrai qu'il y a 1001 façons d'y arriver. Donc, dis-moi Catherine, de ton côté, c'est quoi ta suggestion de comment démarrer son entreprise? Par où commencer? L'important, c'est d'identifier un problème à résoudre, une opportunité dans le marché, de s'informer sur ce marché-là, puis de voir que c'est en cohérence avec notre personne. Il faut être attentif, il faut voir ce qui se passe, puis c'est comme ça qu'on trouve une idée. Ensuite, on peut faire un plan d'affaires, soit un BMC ou une version plus longue du plan d'affaires. Donc, BMC étant le Business Model Canva pour organiser ses idées sur papier. Et puis, après ça, ben, on fait une recherche approfondie et bien évidemment, on va commencer à faire des études de marché pour voir si c'est possible, puis comment ça va fonctionner, puis c'est quoi les opportunités qu'on a devant nous. Moi, j'aime ça parce que c'est clair que pour moi, l'entrepreneuriat, ça s'enseigne, ça s'apprend. Tu ne nais pas entrepreneur. Puis le critère numéro 1, c'est trouve un problème que les gens sont prêts à payer pour. Si Exact. tu règles un problème pour toi,
T'es un nerd qui se tape un trip techno dans son sous-sol. That's it. 100%. Donc vraiment, trouve un problème. Tu trouves pas une solution en premier, tu trouves le problème. C'était Einstein qui disait, si tu me donnes 1 heure pour résoudre un problème mathématique, je vais passer 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à essayer de le résoudre. Trouver la solution, c'est la partie facile. C'est une bonne voie pour commencer. Oui, ça donne une longueur d'avance, définitivement. Donc on se retrouve pour un prochain épisode pour une nouvelle question de l'EEQ. Les dérangeants. T'as-tu eu un vertige à un moment donné quand tes parents n'étaient plus là, ton frère n'était plus là, tu étais seul aux commandes, seul face justement à la mission et à livrer la marchandise? T'as-tu eu peur? La première semaine, là, où je venais de signer les papiers, tout est beau, mais juste la phase d'une transition d'organisation, comme c'est beaucoup d'énergie quand même. Puis c'est beaucoup d'énergie de paperasse, de ci, de ça. Mais la première semaine où j'étais tout seul, j'ai eu le vertige, j'ai respiré dans ce que je trouvais inconfortable. T'as pris un papier brun, un sac de... Ça, je me suis déposé, puis je veux dire, ça a vite circulé, puis OK, c'est bon, on continue, puis... Puis le quotidien, parce que tu connaissais déjà l'entreprise aussi, Beaucoup, c'était pas nécessairement complètement un saut dans le vide. Dans tes direct reports ou tes personnes qui relèvent directement de toi, que tu parles au jour le jour, ça représente combien de personnes, ça? 6. 6 personnes? Oui. Puis c'est à tous les jours, à toutes les semaines? Toutes les semaines. OK. Puis est-ce que c'est des meetings en direct, messages texte, email? Comment t'aimes? En fait, on a l'équivalent d'une réunion, toute l'équipe de direction, ensemble une fois par semaine, OK. qui dure, je veux dire, 2 heures, quand on est à notre affaire, qui dure 2 heures. Puis après ça, entre ces rencontres-là, je vais participer à des comités plus sur le développement de l'organisation, sur des investissements, sur le développement de produits. Je vais venir m'insérer un petit peu dans différents comités, mais vraiment, nos rencontres, c'est une fois par semaine, puis sinon, une fois aux 2 mois, je rencontre individuellement chacun des 6 directeurs pour faire un suivi de tous les projets un petit peu plus stratégiques dans le développement de l'organisation. Puis on y reviendra sur ce point-là, ces programmes que tu as mis en place pour aider tes directeurs ou tes direct reports, parce que tu es aussi quelqu'un qui est impliqué dans d'autres entreprises. Tu l'as mentionné, Fabelta n'est pas ton seul bébé. Il faut arrêter d'appeler nos entreprises des bébés. Là. Ça, on le dit. C'est un travail de longue haleine. Mais tu es justement un entrepreneur qui m'a beaucoup inspiré, moi, personnellement, pour dire ton entreprise n'a pas besoin d'être ton seul focus. Ça peut être une plateforme qui te permet de rêver. Ça peut être vraiment un premier catalyseur qui te donne des ressources, de l'oxygène pour faire d'autres choses. Et un des projets que tu as entrepris récemment, ça fait déjà, mon Dieu, quasiment 5 ans, mais c'est en cours, c'est le camp Co-Créa. Oui. Pour co-créer, justement, qui est un espèce de lieu de rencontre pour adultes, gens d'affaires, entrepreneurs, pour vraiment juste venir se remettre aux sources, créer et se laisser le droit de rêver. Puis j'aime ça, tu dis souvent, dans le fond, c'est un camp de vacances pour adultes créateurs. C'est sur le site du camp Bruchésie, au lac Achigan. Je ne sais pas si on peut aller dans les détails, mais c'était un camp de vacances qui battait de l'aile, qui avait besoin justement d'un peu d'aide, d'un peu d'amour, et tu as repris ce flambeau-là justement avec ce projet-là qui était de faire le camp Co-Créa. Pourquoi aller là? Pourquoi, quand tu as une entreprise fleurissante dans le domaine manufacturier, tu te lances dans un développement d'un camp de Co-Créa, par exemple? C'est une excellente question. Comme entrepreneur, puis là, je reviens à la création. J'aime créer, puis que ce soit des moments pour se rassembler, des moments pour s'amuser, pour se ressourcer. Pour moi, c'est quelque chose qui vibre vraiment intérieur. Puis j'ai eu l'information il y a... Le temps va vite, mais peut-être 6 ans, comme quoi le camp Bruchésie était à vendre. Qui est un ancien camp pour des enfants tuberculeux, en fait, dans le temps. Là. C'était dans le temps de la pandémie de la tuberculose, mais même je remonte avant ça. Dans les fins des années 1800, début des années 1900, c'était des maisons de pension, puis c'était je vais appeler ça des camps de vacances pour entreprises. Déjà, parce que sur le site,
il y avait la compagnie Eaton, les magasins Eaton, qui louaient une maison pour en faire leur camp pour leurs employés l'été. Puis il y avait Bell, la maison Bell qu'on appelle encore, qui avait une propriété sur le site. Puis c'est au moment où les femmes introduisaient le marché du travail, ils offraient à leurs employés d'aller passer l'été, dans le fond, des vacances directement là-bas au bord de l'eau. Fait qu'à la base, c'était pour les employés de grandes entreprises. C'était déjà des programmes d'aide aux employés avant même que ça existe. C'est quand même cool. OK. Ben ça m'a vraiment... Quand j'ai mandaté un historien pour faire l'histoire de tout le site, puis quand ça allait remonter, je dis « Wow, OK, ça fait du sens avec CoCréa. » Puis après ça, effectivement, dans le temps de la tuberculose, c'est devenu un village santé. Donc un mix entre le clergé, entre le corps médicinal, pour justement créer un site pour le bien-être des enfants. De l'air pur. L'air pur en montagne. On avait de la nourriture abondante. On avait le fait d'être bien habillé. Mais quand je dis bien habillé, dans le sens où les enfants arrivaient, ils les douchaient, ils les habillaient. Puis le côté aussi de, à l'époque, prendre une douche puis l'hygiène corporelle, c'était pas très, très présent à Montréal, jours, dans certains endroits. Ouais. Puis c'est là, fait que finalement, dans le fond, là, le remède santé, c'était que les enfants fassent des siestes l'après-midi, qu'ils jouent dehors, qu'ils s'amusent, qu'ils soient en plein air. Fait que pour moi, ce remède-là, ben, il est encore vrai 100 ans plus tard aussi. Puis pas juste pour les enfants, en fait. Souvent, on oublie notre corps, on oublie de s'écouter, puis on fonce tête première dans n'importe quel projet. Puis il y a eu besoin, justement, il y a 5-6 ans, quand c'est venu sur ton radar, le camp Bruchésie, ce site-là, avait besoin de quelqu'un d'un renouveau, ou avait besoin d'un investissement. Puis donc, comment est-ce que l'idée de CoCréa a germé, justement? En fait, un coup que j'ai acheté le site de camp pour enfants, Camp Bruchésie, qui est opéré par un locataire que j'ai depuis ce temps-là. Qui est une OBNL. Un OBNL. Puis tu l'as acheté sans une vision claire, là, dans le fond. Non, en fait, sur un ressenti, parce que je ressentais que l'endroit était magnifique. J'ai déjà une entreprise qui était impliquée dans l'immobilier. On avait déjà fait aussi beaucoup de revalorisation d'immeubles. Puis pour moi, je disais, wow, ça mixe le côté plein air que j'adore, ça mixe le côté entrepreneurial, puis le côté d'investissement immobilier / rénovation. Fait que j'avais pas vraiment autre que ce ressenti-là. Pour moi, c'était assez pour dire oui. Puis ça vibrait assez en dedans pour dire, OK, je vais passer les prochaines étapes, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que 6 ans, ben même pas 6 ans plus tard, mais quand j'ai acheté le site, j'ai demandé aux opérateurs, pouvez-vous nous organiser un camp? On est une 30aine d'amis. On vient pendant un week-end. Faites-nous un camp comme quand on était jeunes. Puis on va ajouter à ça des petites activités un peu plus pour adultes. Mais il y avait des massothérapeutes, il y avait une prof de yoga, des choses comme ça. Mais vous avez fait du tir à l'arc, oui. Du kayak, de la planche à voile. Dessiner, chanter au karaoké, tout a été fait. Puis les gens ont vraiment, vraiment, vraiment apprécié l'expérience. On l'aurait fait 2 années de suite après. Puis là, je me suis dit, le site il était vraiment grand. Ben, il est encore très grand sur le site du camp Bruchésie. Il y a une portion qui est occupée par les enfants, puis il y avait une portion à peu près non développée, non exploitée. Puis c'est sur cette portion-là que j'ai eu l'inspiration de dire, ben, pourquoi ne pas créer ce lieu de rassemblement-là à l'année qui va accueillir, oui, des entreprises, des entrepreneurs, des gens du monde artistique, mais les gens qui aiment créer, puis justement prendre ces moments-là de pause, puis sans être un entrepreneur directement, mais juste le goût d'explorer différents workshops. Fait que c'est de là qu'est née l'idée. Ouais. Tu es capable de venir te ressourcer. Puis tu peux emmener tes enfants aussi, parce qu'il y a un camp de vacances pour enfants de l'autre côté. Ça, c'est quand même un bon highlight, là. Un plus. Puis moi, petite anecdote, je me rappelle souvent, je t'avais appelé un jour, puis je dis, je pense que tu avais de la difficulté à avoir les permis d'approbation pour le camp. Je dis, comment tu fais pour retrouver le moral? C'est quoi ton... T'as-tu besoin de vacances? Ça faisait 2 ans que tu me disais que tu n'avais pas pris de vacances, puis tu m'as répondu, Étienne, quand j'ai une mauvaise journée, worst case, j'habite sur un camp de vacances. Fait que c'est bien dur d'être morose. Fait que on garde toujours l'enfant intérieur. Tu l'as, puis je veux revenir sur ce point-là parce que moi, depuis que tu m'en parles, ça m'habite comme entrepreneur, écouter son ressenti.
écouter sa vibration intérieure, parce que souvent, on a nos yeux collés sur des chiffriers Excel, puis moi, le premier, je suis un pragmatique, cadré, très cartésien, scientifique. Puis j'essaie de prendre mes décisions toujours sur les chiffres, mais depuis que je te connais, j'ouvre cet univers-là du écouter la vibration intérieure. Juste, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que j'aime ça? Puis si j'aime ça, ben, ça devrait techniquement être plus facile. T'as jamais accepté les explications, justement, de dire, ben, it is what it is, c'est ça qui est ça, engage-toi un coach professionnel, puis c'est le mieux qu'on connaît en psychologie organisationnelle. T'as continué de chercher, t'as continué de creuser pour dire, il doit exister une approche, une façon de me connecter à mon ressenti. Je serais curieux que tu nous en parles, que tu creuses cet aspect-là. Pourquoi, comment, ça vient d'où ce désir-là de se connecter à ton ressenti intérieur? Une présentation de Kera Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kera Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets. Écoute, pour moi, ça a été... depuis que je suis très jeune, tu sais, il y a eu la période où j'aimais créer, j'aimais faire des projets pis ces choses-là. Puis, tu sais, après ça vient un peu plus le cadre académique, un petit peu comme tu dis, qui vient un peu rationaliser certaines choses, puis qui amène dans un certain paradigme aussi. Certains processus, là. On fait des raccourcis. Tu sais, veux pas, ben, au HEC, ben, tu sais, à l'époque, je sais pas si je suis si vieux que ça, là, mais à l'époque, ben, tu sais, la raison d'être d'une entreprise, c'était de faire de l'argent. Ouais. C'était un peu ça. Puis, au-delà de ça, on voyait pas beaucoup de choses autres que ça. Beaucoup de décisions, c'était drivé vraiment par... La profitabilité. La profitabilité, les chiffres, ces choses-là. Fait que c'était... Je me disais, OK, ben peut-être que c'est comme ça que la vie fonctionne, mais en même temps, tu sais, des fois, t'as quelque chose à l'intérieur qui... Je veux dire, il y a une voix qui est un peu plus puissante que qu'est-ce qu'on dit que c'est la vie, finalement. Puis c'est ça qui m'a amené à... Puis depuis que je suis jeune, poser des actions... à partir du ressenti, sans savoir ce qui va se présenter devant moi, mais avec beaucoup de courage d'écouter le cœur. Puis à ce moment-là, c'est là que je vois des opportunités puis des choses arriver que ma tête ne pouvait pas s'imaginer qui arriveraient. Fait que, tu sais, la première exemple en immobilier, la première maison qu'on a achetée, moi et mon partenaire, je pense qu'on avait 18 ans, on avait 19 ans, on était à l'université. On a comme tout pris nos économies parce qu'on avait une entreprise d'entretien paysager pour acheter ça. Mais tu sais, on connaissait rien à l'immobilier. Mais quand on a su qu'il y avait une maison à vendre d'une de nos clientes, j'ai tellement eu un gros oui qu'on a fait les premiers pas. Puis c'était quelque chose de nouveau. On a eu une belle profitabilité sur le projet. On a adoré faire ça. Puis ça, ces décisions-là qui sont ressentis, mais qu'on ne connaît pas la suite, ben pour moi, ben ça demande du courage, mais pour moi, c'est les plus belles expériences que j'ai vécues. Est-ce que tu dirais que dans le fond, c'est un projet facile? C'est un projet qui coulait tout seul? Ou ça a quand même demandé de l'adversité, puis il a quand même fallu que tu travailles fort et que tu fasses preuve à des embûches? Ben, tu sais, exemple, cette maison-là, là, je l'ai achetée avec mon partenaire 2 mois avant de partir en échange étudiant pendant genre 5 mois. La maison était toute à rénover de A à Z. Mais on finissait l'école à l'université. On allait travailler toutes nos soirées, mettons, je sais pas, moi, de 5h à 11h30 le soir. Mais on tripait tellement que, oui, on a fait des heures pendant 1 mois, 2 mois, mais on découvrait, il y avait mon père qui venait nous aider, ma mère, en disant hey, « voici, vous devriez faire ça, comme ça, comme ça ». On savait pas quoi faire, mais on était manuel, mais on avait tellement un grand engagement, puis une grande passion que c'était pas comme si on travaillait d'arrache-pied à mettre des efforts. Au contraire, ça demandait on pas tripait. d'énergie, dans le fond. C'était du pur plaisir. Mais c'est l'énergie, je veux dire, quand t'aimes quelque chose, c'est vital, puis je veux dire, l'énergie, t'en as à l'infini, là. Quand tu vas à contre-courant dans quelque chose, puis selon moi, quand tu t'écoutes pas, là, tu peux te drainer la batterie assez vite aussi, là. Ça t'est-tu déjà arrivé de ne pas t'écouter, justement, pour dire « je ferai plus jamais cette erreur-là » ? Oui. C'est sûr que... Je peux pas donner d'exemple précis, mais tu sais, avant d'être conscient de certaines choses, je sais que je pouvais prendre le champ gauche pendant un bout de temps, puis
ou des fois juste pas adresser quelque chose d'inconfortable par peur de X, Y, Z. Puis à un moment donné, ben là, c'est que la voix intérieure, elle parle assez fort, puis là, tu as le courage de dire « OK, c'est beau, là, je réadresse qu'est-ce qui est inconfortable pour, je vais dire, changer de plateforme aussi, puis pas rester dans les mêmes patterns que je suis là depuis X mois, X années, peu importe. » Moi, j'appelle ça un bug informatique. Tu sais, quand tu restes dans ton pattern, là, ça spin, puis ça tourne. Souvent, tu as besoin d'un antivirus là, tu sais, qui rentre puis qui enlève le bug. Puis, ça a été quoi, justement, cet antivirus-là pour toi de changer de paradigme, de justement venir t'écouter, de laisser sortir ton plein potentiel? T'as-tu trouvé un coach? T'as-tu trouvé un cours? T'as-tu parti en Inde faire du Eat, Pray, Love pendant 6 mois? En fait, ils disent quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé dans mon cas. C'est que je me posais beaucoup de questions. Puis tu sais, j'en voyais beaucoup de gens qui avaient des grands succès entrepreneuriaux. Mais tu sais, souvent quand je les connaissais un petit peu plus proches, ou tu sais, je voyais des fois qu'il y avait des très grandes polarités aussi. Fait qu'il y avait un très grand succès, exemple en affaires, mais dans toutes les relations personnelles où des fois c'était très distorsionné. Mais on le voit à Steve Jobs, tout le monde dit qu'il était un douchebag de première classe, mais on l'encensait comme étant un grand innovateur. Puis si c'était pas un modèle, des modèles comme ça, toi, ça t'attirait pas. Tu dis, il doit y avoir une autre solution, là. C'est exactement. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré 2 mentors qui m'ont assisté à justement avoir une clarté plus grande sur qu'est-ce que ça fait quand tu t'écoutes à l'intérieur puis tu poses des actions avec courage, même si tu vois pas qu'est-ce qui se passe dans ce qui s'en vient. Puis prendre conscience de c'est quoi, moi, les propres barrières que je me mets, les propres limitations que je me mets, puis souvent, dans 90% probablement inconscientes, les adresser pour justement enlever ces couches-là que j'avais. Puis plus que ces couches-là s'enlèvent puis que je les adresse, ben plus ça m'amène une clarté dans le décisionnel, ça amène une clarté puis une harmonie dans les relations, dans les projets. Puis donne-moi un exemple de barrière que tu t'es mis, que tu as découvert, que tu as réussi à déconstruire dans le temps. La peur de manquer. Ah, j'aime ça. Manquer d'argent, manquer de temps, manquer d'amour, manquer de tout. Fait que tu sais, cette peur de manquer-là, je veux dire, elle venait de mes expériences passées, puis c'est pas parce que j'ai déjà manqué d'argent ou quoi que ce soit, mais tu sais, je pense que comme la peur de manquer, puis je pourrais en nommer plein d'autres, mais pour moi, c'était quelque chose qui revenait souvent. Manquer d'opportunités. Oui. Puis de l'adresser, puis d'accueillir, d'être en paix avec qu'est-ce qui est là en ce moment, de prendre conscience de, OK, pourquoi est-ce que j'ai peur de manquer réellement? Puis en ayant ces réponses-là, ben ça m'amenait une clarté supplémentaire. Fait qu'automatiquement, quand je regardais une opportunité, quand j'adressais une situation avec quelqu'un, ben j'étais plus dans cette peur de manquer-là. Fait que c'était beaucoup plus léger. Ça m'ouvrait les yeux, puis ça me permettait aussi de respecter le rythme naturel des projets, exemple. Ça fait de toi quelqu'un de plus agréable à faire affaire avec, parce que t'es moins intense. Tu me racontais, je pense que dans l'acquisition du camp Co-Créa, justement, à un moment donné, il a fallu que tu coupes le cordon ombilical. Là. Ça se pouvait que ça ne marchait pas. Puis, veux-tu en parler justement de cette expérience-là? Ouais, ben en fait, tu sais, tantôt, on a dit, j'ai fait l'acquisition il y a peut-être 5-6 ans, mais entre le premier moment où je suis allé sur le site, puis le moment où on a passé chez le notaire, il y a eu 2 ans qui se sont passés. Wow, quand même. Hein? Personnellement, là, acheter un immeuble, habituellement, c'est à peu près 30 jours, 45 jours. Ça, c'est long, là. Ça, il y a beaucoup de back and à forth. L'époque, là, à l'époque, quand c'était peut-être l'appareil administratif était plus simple, là, comme c'était un gros délai. Fait que là, pendant 2 ans, ça m'a demandé de 1 mois être prête à l'acheter, le terrain, que le terrain soit prêt à être acheté. Puis ça m'a demandé de couper les liens magnétiques avec l'attachement que j'avais à l'achat de cet emplacement-là. Ben oui, parce que tu te projetais à un moment donné, tu avais dit le jour je vais l'avoir, puis ça te rendait peut-être intense ou toxique par rapport au projet. Impatient, des fois. Puis la peur, justement, que quelqu'un d'autre la jette. Peu importe tout ça. Puis à un certain moment, puis c'est sûr que dans toute cette... En fait, depuis ces années-là, mais tu sais, j'ai toujours eu les mêmes mentors. Puis ça l'a été à un certain moment de, oui, couper les liens d'attachement. Puis aussi de reconnecter à pourquoi est-ce que je fais le projet.
Est-ce que c'est juste pour moi personnellement? Ton ego personnel, Exactement. ta fierté, là. Parce que jour 1, moi, j'arrivais là-bas avec l'esprit comme promoteur de dire, OK, ben normalement, un promoteur achète ça, divise des lots, vend ça, nanana. Puis là, c'est comme à contre-courant, mais tu sais, pour essayer de faire le plus gros profit possible, puis après ça, aller ailleurs. Puis plus moi, je connectais au vrai ressenti de dire, wow, l'expérience de connecter au cœur d'enfant, autant oui pour les enfants, mais que pour les adultes aussi, qu'est-ce que ça l'amène à chaque humain, qu'est-ce que ça l'amène à la société aussi. Pour moi, c'est vraiment ça qui vibre en dedans. Fait que plus je faisais des choix dans cette direction-là, puis plus j'avais un détachement de dire, ben peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça fonctionnera pas, mais je vais poser chaque action inspirée en cours de route, ben faire en sorte que 2 ans plus tard, moi, j'étais prête. Parce que même au début, moi, je me sentais pas à la hauteur d'acheter un endroit comme ça. Aussi gros, aussi important. C'était comme peut-être le plus gros terrain non développé dans les Laurentides, là, sur les lacs navigables. Puis, mais tu sais, ça, c'est quand je restais dans ma tête où je me sentais pas à la hauteur. Je me disais, hey, ça devrait être un entrepreneur qui a plus de succès qui devrait l'acheter. Parce que j'ai comme pas droit à ça. Mais quand moi, je m'enlevais du chemin, puis je dis, ben, je suis là pour quoi? Je suis là pour qu'on en fasse un bel environnement pour les enfants, qu'on en fasse un pour les adultes. Puis pour moi, c'est un grand terrain de jeu, là. Fait que c'est pour s'amuser. Puis maintenant, amenons le côté entrepreneurial pour faire en sorte que ça soit viable financièrement aussi, la création de ce projet-là. Fait que c'est un peu le parcours rapide là, du Canco Créa. Ben, le processus personnel par rapport à un projet entrepreneurial, c'est fabuleux parce que on est nos propres barrières. Chaque entrepreneur, on est notre propre pire ennemi aussi, là. Moi, je le vis au quotidien. Je vis dans la peur beaucoup également. La peur et l'émotion qui m'habitent. Il y en a que c'est la colère, il y en a que c'est la tristesse, il y en a que c'est l'excitation. Mon partner en immobilier, Grégoire, lui, la peur, il connaît pas ça. Il est toujours surpris quand il me dit qu'il m'entend avoir peur. Mais c'est d'être capable de reconnaître, avoir l'humilité de dire « je suis dans l'ego » ou « je suis dans la peur », déjà, ça l'ouvre tellement de voies. Puis on a parlé de co-créa, mais l'acquisition de l'entreprise familiale, négocier avec tes parents, avec ton frère, ça a dû être un pas pire choc de cordon ombilical aussi ou de lien magnétique, comme tu le dis, qu'il a fallu dealer. Comment ça s'est passé, justement? Ben, au moment où j'ai vraiment ressenti, mettons, d'aller vers le processus d'acquisition de l'organisation, puis on est en discussion. Tu étais la bonne personne, que tu le voulais. Ben, j'étais la bonne personne, j'allais le découvrir, là, mais je le ressentais. Ben, tu sais, ça a été d'adresser les choses. Puis, tu sais, pour nous, là, puis, tu sais, tantôt, tu disais, faut déconstruire que l'entreprise, c'est notre bébé, là. Ouais. Mais pour nous, l'entreprise, c'est un véhicule. La famille, pour nous, c'était ça qui est le plus important, puis l'harmonie dans la famille. Puis après ça, ben ça donne qu'on a un véhicule qui est une entreprise qui fait des portes et fenêtres. Okay? Peu importe, ça aurait pu être du transport logistique, ça aurait pu faire... N'importe quoi. Être des burgers, ça donne à être ça. Fait que la journée où on crée ce détachement-là, où l'entreprise, c'est un véhicule et on n'est pas l'entreprise, on n'est pas l'identité de l'entreprise non plus. Je sais que ça, c'est pas évident, surtout quand tu as créé quelque chose. Ben tu m'as beaucoup aidé là-dedans. Puis quand je vendais Biogénique, t'es pas monsieur Biogénique, Étienne. Là. Comme, décroche, là. L'entreprise va te survivre. Là. C'est ça, je pense, qui est le plus difficile pour les cédants, c'est de couper le lien magnétique d'identité avec l'organisation, puis revenir dans son entièreté comme personne, mais même si le lien avec l'organisation n'est pas là. Fait que ça a été fait dans les débuts. Ensuite, pour moi, c'était tout le temps aussi la justesse. C'est que, tu sais, la négociation, là, l'oscillation de l'ego, là. Oh my God. En fait, c'est dans une grande polarité, la négociation, c'est d'aller en chercher plus à l'autre pour avoir une plus grande part d'un gâteau. Ouais. Puis le gâteau, il y a une forme déterminée. C'est toujours un combat, c'est toujours perçu dans une forme de... La négociation, c'est une bataille. Exact. Pour beaucoup d'entrepreneurs. Tandis que quand on est dans un esprit plus de collaboration, il y a 2 choses qui vont arriver. Soit qu'il va y avoir justement qu'est-ce que je vais appeler plus la justesse, de dire, bon, ben c'est quoi le juste prix pour l'organisation? C'est ça? Bon, parfait. On s'entend pour continuer là-dedans. Puis l'autre chose pour moi, c'est que
quand on se met autour d'une table, puis on prend en considération toutes les parties vers une entente, ben qu'est-ce qui arrive, c'est que ça se peut que ensemble on agrandisse la tarte aussi. Fait que la tarte qu'on croyait ne pas pouvoir être plus grande, ben on s'ouvre à des opportunités qui font en sorte que tout le monde en a plus au final. Mais pour ça, ça prend une ouverture, puis ça prend le courage d'adresser les choses, puis le courage de couper les liens, parce que quand tu veux juste avoir quelque chose pour toi, tu peux pas être dans cette ouverture-là de recevoir des inspirations pour justement agrandir la tarte. Fait que c'est un peu ça. Fait que ce processus-là... Oui, vas-y. Il faut que les deux parties soient acceptent de collaborer. Oui. Il y avait toujours la blague un peu dans une négociation. Moi, je veux mettre des souliers noirs. Ma blonde veut que je mette mes souliers bruns. Un bon compromis, c'est pas un noir, un brun. Là. Le compromis est pire qu'une des deux options au final. Fait que comment tu concilies justement quand toi, comme Éric, tu négocies avec quelqu'un qui n'est pas de bonne foi ou il a fallu que tes parents soient d'accord de collaborer? Oui, puis, mais tu sais, personnellement, là, plus je veux dire, t'es en paix, plus que t'es en, je veux dire, tu connectes à la compassion, tu connectes à l'harmonie, justement, de tout le monde, ça se ressent aussi. Ça fait toi arrive dans une pièce où tu sais déjà que tu veux aller, je vais dire le mot arracher quelque chose à quelqu'un, là. La personne n'a pas besoin de dire un mot, puis elle va le ressentir dans quelle énergie tu arrives. Mais si tu arrives dans une énergie où tout le monde veut collaborer ensemble, ça se fait. Ça se fait naturellement, sans confrontation. Mais pour ça, ça demande d'arriver dans cet état d'être-là. Puis c'est un petit peu... Bref, je ne rentrerai peut-être pas dans les détails, là, mais qu'est-ce que je t'avais partagé en disant comment tu rentres dans une pièce au moment où tu arrivais pour... tu croyais négocier la vente de ton entreprise. Là. Ben oui, puis tu m'as énormément aidé parce que tu m'as changé. Tu m'as dit, élève-toi, change de fréquence vibratoire. Parce que si tu rentres dans une fréquence où est-ce que tu es en combat, puis j'utilisais beaucoup des mots. Je disais, la négociation est tough, c'est quasiment toxique, on est en... demain, je vais à la guerre. Tu me disais, arrête d'utiliser ces mots-là. Tu te mets dans un état d'esprit de combat tout le temps, si tu ne seras jamais dans la collaboration. Puis depuis ça, je fais des efforts quotidiens d'utiliser des bons mots justes pour me mettre dans un état d'esprit de vibration qui soit beaucoup plus dans l'ouverture. C'est pas facile, j'ai pas ton expérience. Puis je serais curieux de dire justement, toi aujourd'hui, quand tu rentres dans une pièce pour un nouveau projet, puis tu sens la personne de l'autre côté qui n'est pas sur la bonne énergie, parce que tu es plus sensible aujourd'hui à ça que monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que tu donnes une chance quand même ou au contraire, tu as moins de patience pour les gens qui ne sont pas sur une bonne énergie de collaboration? Ben, tu sais, si je le ramène à contextuellement, quand est-ce que ça pourrait arriver? Mettons, tu fais une entrevue d'un nouvel employé chez Fabelta, un direct report, puis la personne utilise des mots qui sont associés à l'armée, à la guerre... Puis moi, je vais aller voler des parts de marché aux compétiteurs. Puis est-ce que ça te rejoint aujourd'hui ou tu es comme time out? Bien, c'est sûr que tu sais, la culture de l'organisation, je veux dire, elle est quand même véhiculée. Puis tout ça, puis je veux dire, il n'y a rien de parfait. Puis c'est pas tout le monde qui est aligné. Puis tout le monde est à la même place. Ça, j'en suis complètement sûr. Mais des fois, puis ça se donne que j'ai pris la décision que toute notre équipe de direction se fait mentorer aussi. Maintenant, toute une deuxième vague, une deuxième cohorte de l'organisation aussi se fait mentorer à justement reconnecter de plus en plus au cœur de qui ils sont, puis prendre conscience de, comme on s'en va pas à la guerre, là, on est en train de créer des espaces lumineux pour les gens, pour leur porter fenêtre à la maison. Puis des fois, je me souviens mettons, un directeur des ventes ou d'usine, puis qui disait « OK, on va aller conquérir ça », puis tout ça. Puis souvent, je posais la question, puis je dis « Est-ce qu'on s'en va conquérir un endroit où on s'en va offrir les produits puis nos services à des gens qui vont vouloir qu'on participe à leur projet. » Puis là, des fois, il disait « Ah ouais, c'est vrai. » Fait que tu sais, dans le fond, c'est juste de prendre conscience, mais si moi, j'arriverais puis je jugerais la manière dont il interprète une situation où je serais impatient, ben je veux dire, il n'y a rien qui va se régler. Mais tu sais, si je t'en paie puis je réalise qu'en ce moment, c'est ça qu'ils partagent, mais moi, je vais m'honorer là-dedans, puis je vais quand même leur partager ma vision d'une situation. Ben souvent, c'est ce qui va désamorcer le plus vite aussi.
C'est-tu ta définition du leadership selon toi, justement, de plutôt que d'instaurer ou de forcer une approche, tu montres une voie, tu es plus vers, tu poses des questions. C'est-tu ça ton style? Ben, mon style de leadership, moi, je pense que, tu sais, ça passe par, tu sais, pour inspirer les gens à collaborer, à créer ensemble, ben, je pense que ça part de soi. Ça part par, je dis donner l'exemple, mais tu sais, ça part par notre état d'être, puis je pense que chaque entrepreneur est la source de son organisation, puis plus on a d'intrapreneurs qui vont avoir cette même état d'être-là, mais tu sais, ça se répand rapidement. Fait que pour moi, c'est d'inspirer, mais tu sais, je veux dire juste être qui je suis partout où je vais, puis pas avoir à porter de masque parce que je m'en vais à tel endroit, puis il faut que je trouve telle stratégie. J'impressionne ou que je... Ben non, puis c'est pas... comme c'est loin d'être... Moi, puis faire ça, je veux dire, je me sentirais tellement pas bien en dedans de moi que ça paraîtrait. Puis je veux dire, par le parcours que j'ai fait, ben tu sais, je vois les résultats en étant soi-même, en étant authentique, qu'est-ce que ça donne, puis à quoi ça l'ouvre aussi. Mais ça, c'est je pense, pour moi, le message le plus inspirant, puis la question qui me vient, c'est qu'est-ce que ça prendrait pour que, au Québec, le milieu du travail ait cette énergie-là, soit dans cette culture-là de bienveillance, de collaboration, de se connecter à son signal vibratoire. Il faudrait-tu que tous les entrepreneurs, comme ça soit rendu un programme carrément nationwide, comme on dirait, ça part de où, justement, ce changement de paradigme-là? Ben, ça serait le fun. Mais ça part d'où? Ça part de... Tu sais, ça part pour moi de chaque individu qui choisit, mais pas qui se choisit dans l'ego, mais qui choisit de connecter au cœur de qui ils sont, puis que les projets qu'ils font, oui, c'est pour leur bénéfice personnel, mais celui de la collectivité au même moment. Et non un au détriment de l'autre, et non un avant l'autre aussi. Mais pour moi, ça demande à ce que, je veux dire, on parle des entrepreneurs, fassent ce parcours-là. Puis je pense que depuis... Tu sais, pour moi, c'est un parcours que je suis et que je me fais mentorer depuis peut-être 7-8 ans, mais depuis les 2 dernières années, l'ouverture du monde entrepreneurial à la bienveillance, à prendre soin de soi, à la collaboration, au partage entre entrepreneurs, à honorer l'humain en tant qu'eux, mais les collaborateurs qui ont dans les organisations. Pour moi, toute cette ouverture-là commence à se faire naturellement parce que avec tout ce qu'on a vécu, puis à quel point les choses sont allées vite dans le domaine entrepreneurial, les gens qui voulaient contrôler ce qui se passait, puis qui ont toujours été dans le contrôle, ben ils se sont fait brasser beaucoup dans les 2 dernières années. Ils se font tasser de plus en plus. Là. On pouvait pas rien contrôler. On pouvait juste, pendant le temps de la pandémie, se lever le matin et dire « OK, c'est quoi les cartes qu'on a dans notre jeu? On va jouer avec ça aujourd'hui. » Mais je veux rebondir sur cet élément-là parce qu'un entrepreneur qui a l'impression de courir après sa queue, a peu d'oxygène au niveau de son chiffre d'affaires, il est contrat par contrat tout le temps. Comment qu'il peut entreprendre ce processus-là de se connecter à l'intérieur puis de prendre le temps de voir qu'est-ce qui le fait vibrer s'il a l'impression qu'il n'y a pas d'oxygène? Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ressources disponibles. Puis moi, je pense juste step 1, prendre 2-3 pauses par jour de 2 minutes à juste respirer. Puis juste de prendre cette pause-là, puis de respirer aussi dans peut-être l'inconfort qui va arriver de prendre une pause. Parce que ce qui arrive souvent... C'est un exercice en soi, là. C'est un exercice en soi. Mais pour moi, ça, c'est la base. Parce que justement, tu vas avoir un plus grand recul sur ce qui se passe. Tu te décolles un petit peu de la forêt à chaque jour, une couple de fois par jour. Tu te décolles de l'arbre, pardon. Mais juste ça, puis si vraiment on est inconfortable à prendre 2 minutes de pause pour respirer, prenons-en 10. Parce que c'est pas normal d'être inconfortable à en prendre 2. C'est vrai. Fait que c'est un petit peu ça. Puis on est tellement dans une... Il y a tellement de choses qui vont vite, il y a tellement de facteurs d'information partout à l'extérieur de nous qui viennent un petit peu nous bombarder. Puis tu sais, je veux dire, consciemment ou inconsciemment, on répond à ça aussi. Fait que juste de prendre
ne serait-ce que 2-3 pauses par jour de respiration. Puis juste ça va ouvrir la conscience. Puis après ça, les gens vont prendre le parcours qui va les inspirer aussi, là. Ben écoute, c'est, je crois, la résolution 2025 à se donner, le mot pause. Tu étais le premier à m'inspirer de dire choisissez un mot. Tu sais, l'année ressemblerait à quoi? Ça a déjà été croissance, ça a déjà été pour moi sens. Puis là, c'est pause. Ça serait quoi ton mot, toi, pour 2025? Ben, c'est l'ouverture. J'aime ça. L'ouverture puis le courage. Ensemble. Ce qui vient un peu ensemble. Pour être ouvert, il faut faire preuve de courage. Éric Desroches, merci beaucoup d'être venu au Dérangeant. Très inspirant. Je pense que ça démarre bien la nouvelle année pour nous aussi, avec ce type d'histoire-là, qui montre quelqu'un qui est vraiment aligné, qui est sur son X, comme on pourrait dire, mais tout étant dans la transparence, l'authenticité, la bienveillance, et avoir le succès qui s'y rattache, dans le fond. C'est pas un trade-off, c'est pas un choix d'être « si je suis bienveillant, je vais avoir moins de succès », au contraire. D'être bienveillant amène encore plus d'eau au moulin, encore plus d'oxygène. Merci. Puis, Étienne, merci d'avoir fait un espace pour justement avoir ces discussions-là. Puis je pense que les gens, juste de l'expérimenter, justement, cette authenticité-là avec votre équipe, avec les gens autour de vous, tu sais, la puissance que ça a est beaucoup plus grande que de vouloir essayer de contrôler, manipuler une situation quand on veut créer de l'expansion pour tous aussi, là. Ben, on va inviter les auditeurs, en fait, à nous écrire, soit sur nos réseaux sociaux, notre site web. Partagez-nous vos histoires, dans le fond, de transparence, d'authenticité. Est-ce que ça vous a aidé? Ça vous a nui? Je pense qu'on va faire un recueil pour montrer qu'en fait, que l'authenticité et la transparence, ça sert beaucoup plus que ça nuit. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez voir notre chaîne YouTube, l'entrevue est filmée, on peut voir vraiment nos réactions, nos gestuels. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Google, Spotify, suivez-nous. Allez sur le site web www.lesderangeants.com, on a une foule de ressources pour aider les entrepreneurs. C'était Étienne Crevier qui vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous cette semaine et qui vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode des Dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!